on a fondé Outraise Advisory il y a environ 4 ans maintenant, par moi-même et Driss Efrioui aussi à Paris. On a une associée qui est aussi à Londres, donc on couvre un petit peu les marchés francophones et anglophones en Afrique, ainsi que les investisseurs de cette manière. Les associés fondateurs, on a tous à peu près 20 ans d'expérience dans des banques d'affaires de la place, diverses et variées, y compris Lazare, Crédit Suisse, Goldman Sachs, General Electric Capital. Et en plus, dans mon cas, j'ai passé 4 ans à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, EBRD ou BERD, où je m'occupais spécifiquement de programmes changement climatique pour la région MENA, que eux appellent CEMED, donc avec des investissements dans tout ce qui était énergie renouvelable, efficacité énergétique, rénovation de certaines centrales hydroélectriques et à gaz qui étaient considérées comme propres, mise en place de lignes de financement projet, mais aussi des lignes de financement via les banques commerciales locales, notamment marocaines et autres, égyptiennes, jordaniennes, etc., pour financer l'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique dans la région. Alors, nous, en tant que Outraise, on couvre les différents secteurs de l'investissement à impact, c'est-à-dire qui ne sont pas forcément de l'énergie renouvelable et de l'efficacité énergétique. Ça peut être aussi des technologies agricoles, ou des business models innovants dans l'agriculture. Ça peut être les nouvelles mobilités, tout ce qui est évidemment véhicules électriques, véhicules à hydrogène, la technologie appliquée au partage de mobilité rentre dans le cadre. On peut regarder aussi l'économie circulaire, donc le recyclage, les technologies en rapport avec l'eau et l'économie de l'eau, ou l'accès à l'eau. On regarde aussi tout ce qui peut avoir trait au resource efficiency, qui sont les économies en utilisation des ressources. Alors ça peut être tout type de ressources, et ça peut être dans les procédés industriels, par exemple. Ça peut être via des technologies appliquées à l'industrie qui permettent de réduire l'utilisation de matériaux, d'intrants, si vous voulez, et pas seulement d'électricité, mais tous les intrants qui peuvent être utilisés dans l'économie. Évidemment, enfin, je dois le mentionner, le secteur de l'accès au financement nous intéresse énormément. Tout ce qui peut être fintech appliqué à l'accès au financement, tout ce qui peut être paiement mobile, donc des entreprises, comme vous le savez, la fintech et l'accès au financement digitalisé, on va dire, est un sujet très important en Afrique, qui d'ailleurs représente la majorité des investissements en venture capital, donc en tout ce qui est entreprise jeune, en forte croissance. Donc ça, c'est l'ensemble des domaines qu'on couvre. Maintenant, à date, on s'est énormément concentré, et parce que c'est pour des raisons historiques, parce qu'on a commencé dans ce secteur de l'énergie distribuée renouvelable, notamment en Afrique, et donc on a eu énormément de transactions qui se sont faites dans ce secteur. On est un petit peu les spécialistes aujourd'hui de l'énergie distribuée renouvelable. Alors je m'explique. Quand je dis distribuée, c'est parce qu'elle n'est pas en rapport avec le réseau central électrique, le réseau conventionnel électrique, donc l'ONE typiquement au Maroc. C'est tout ce qui peut être kits solaires qui vont aller sur des toitures de maisons dans les villes et des villages africains. C'est le solaire pour des applications commerciales et industrielles, donc fournir de l'énergie à un grand centre commercial ou un grand ensemble commercial ou une zone commerciale dans une ville, par exemple, ou à côté d'une ville pour laquelle on va installer une centrale solaire ou des solaires sur les toits, par exemple, pour les industries et les commerces. Ça peut être des mini-réseaux électriques à base de solaire. Et quand je dis mini-réseau, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de mini-grid et micro-grid, grid hybride, qui vont là, pour le coup, électrifier toute une petite ville, une partie de ville, des villages, là encore en utilisant souvent du solaire, mais aussi, pourquoi pas, de l'hydro, de la génération d'énergie à partir de petites centrales hydroélectriques, et fournir ensuite le réseau de distribution. Mais ce sont des réseaux qui sont non connectés au réseau électrique national, ou alors ils sont interconnectés au réseau électrique national. Mais les réseaux que nous finançons produisent l'énergie à base d'énergie renouvelable et peuvent ensuite revendre par exemple de l'énergie au réseau national quand c'est possible et utile. Donc ça, c'est grosso modo ce qu'on appelle l'énergie renouvelable distribuée en Afrique.
Et c'est à date d'aujourd'hui, et ça représente, on va dire, 75% de nos transactions. On a travaillé avec une vingtaine au moins de sociétés dans le secteur depuis 4 ans. Et on est plutôt, à aujourd'hui, positionné sur des transactions pour des besoins en capital de ces sociétés qui sont en forte croissance, entre 10 millions et 50 millions de dollars ou d'euros. Donc c'est plutôt du early stage, mais ce qui est normal parce que les sociétés en général dans ces secteurs qui innovent sont des sociétés plutôt jeunes et qui ont de forts besoins en capitaux pour se développer. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas regarder des transactions plus importantes, et on est en train de travailler sur certaines transactions qui seront plutôt de l'ordre de 100 millions de capitaux levés au total. Mais voilà, ça a été notre positionnement à date. Pourquoi vous avez fait ce choix de vous concentrer sur des sujets liés aux solutions énergétiques en Afrique ? Il y a une sensibilité, une volonté dans notre équipe de travailler avec l'Afrique. Moi-même, j'ai grandi au Maroc. Mon associé Driss Efriou est marocain. Yara Yazbek, notre associé à Londres, est d'origine libanaise, franco-libanaise. Il y avait une volonté de travailler sur l'Afrique, mais pas seulement. On a aussi des dossiers en Inde. Donc disons que c'est pays émergents. Ça, c'était quelque chose qui était important pour nous. D'une part, pour une question de sensibilité, mais aussi, d'autre part, plus prosaïquement, parce que on pense que ce sont des marchés d'avenir. On pense qu'il y a énormément de choses à faire dans ces marchés. Et d'ailleurs, on voit bien l'évolution aujourd'hui, cette croissance graduelle en partant d'un marché qui, par rapport à la Chine ou les États-Unis ou l'Europe, est encore petit, mais qui se construit et qui évolue très vite. Par rapport à l'Afrique, on parle de transition énergétique. Est-ce qu'il ne faudrait pas parler plutôt de développement de solutions énergétiques puisque l'Afrique enregistre quand même une sous-capacité conséquente en la matière ? Bien sûr. Alors, quand on finance la transition énergétique, on finance la création de nouvelles capacités. Toute la question, c'est d'ici à 2040 ou 2050, quelle sera la part des énergies renouvelables dans la nouvelle capacité qui va être construite en Afrique. Alors, tout le monde sait, il y a des références, Agence internationale de l'énergie, IRENA et autres. Il y a plusieurs scénarios, mais dans tous ces scénarios, si vous voulez, les énergies renouvelables ont une part très importante dans la nouvelle capacité qui est installée. Pourquoi ? Parce que le coût de la technologie est maintenant concurrentiel avec l'énergie traditionnelle, en tout cas à grande échelle, quand vous prenez les grandes centrales solaires, quand vous prenez les grands parcs éoliens par exemple, ou les grands barrages hydroélectriques, c'est concurrentiel, voire même à terme moins cher que le gaz, le charbon et certainement en tout cas le fioul. Par contre, tout le monde a conscience qu'on ne va pas complètement reléguer les énergies fossiles entre maintenant et 2040, mais simplement, il va y avoir une montée en puissance des énergies renouvelables. Personne ne sait vraiment si ce sera 50% de la nouvelle capacité installée, ou 30%, ou 70%, mais en tout cas, il y a une certitude qui est que ça va être une part importante. Et d'ailleurs, les gouvernements africains, comme vous devez le voir, se sont rangés en ordre de bataille pour permettre ce développement des énergies renouvelables. Tout le monde est d'accord. Il y a des programmes en cours partout en Afrique. Dans certains pays sont plus avancés que d'autres, et on fait ça plus tôt. Mais ce qui est certain, c'est que tous les pays sont en train de travailler dessus et ont des objectifs annoncés, officiels, assez importants, travaillent sur l'environnement réglementaire, travaillent sur la suppression des obstacles à montrer, etc. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, et notamment pour tout ce qui est énergie distribuée, c'est que l'énergie distribuée permet de répondre à l'électrification, notamment de zones qui sont très difficilement électrifiables par le réseau électrique central. Et ça, on sait que c'est un sujet majeur en Afrique. Il y a énormément de régions et de villes et de villages qui sont dans des zones très éloignées, qui sont dispersées, et où là, l'énergie renouvelable distribuée a tout son sens. Même si, évidemment, les coûts par kilowattheure sont plus élevés qu'une énorme centrale à charbon qui serait à grande échelle, etc. Mais en tout cas, les coûts, dans ce cas-là, sont toujours beaucoup moins élevés que les solutions alternatives qui sont typiquement des générateurs diesel ou des ressources locales, par exemple, qui vont avoir un impact environnemental négatif et puis qui souvent, en fait, ont un coût sur la santé, etc. Donc il y a une vraie logique d'électrifier une partie de la population africaine avec des solutions distribuées. Ce qu'on s'accorde à dire, c'est qu'en général, au moins 50 à 60% de la population africaine qui n'est pas électrifiée aujourd'hui serait mieux électrifiée
avec des solutions décentralisées qu'avec une solution centralisée. Mieux, ça veut dire de manière plus efficace, de manière plus rapide, en réalité de manière plus économique pour les États que d'apporter l'électricité, etc., etc. Quels sont les pays africains qui ont engagé des stratégies dans ce sens et qui ont réalisé des progrès? Parce que c'est assez disparate. C'est très disparate. Alors évidemment, ceux qui ont réalisé des gros progrès au niveau énergie renouvelable à grande échelle, des grands programmes, on les connaît, c'est plutôt l'Afrique du Nord, Maroc, Égypte notamment, et l'Afrique du Sud, pays Afrique du Sud. Après, il y a de nombreux autres pays qui ont commencé et qui sont engagés et qui ont des premiers projets de taille conséquente. Alors, on peut citer la Côte d'Ivoire, on peut citer le Kenya. En fait, quasiment tous les pays ont déjà mis en place au moins quelques projets à grande échelle. Mais si on prend la part relative, effectivement, vous avez raison, c'est encore assez limité. Par contre, vous avez des pays, par exemple, comme le Burundi, qui était très en retard et qui a une capacité installée assez faible, mais qui s'est lancé avec une vraie conviction récemment dans le déploiement d'énergie renouvelable et qui a en cours des projets qui, d'ici 2-3 ans, vont représenter plus de 50% de la capacité installée totale du pays. Donc, il y a plusieurs vitesses, il y a plusieurs niveaux de développement. Il y a clairement des pays qui sont plus avancés, mais ça ne veut pas dire que le rattrapage ne peut pas se faire rapidement dans les autres pays. Alors, encore une fois, il faut différencier tout ce qui est grande échelle, projet à grande échelle, connecté au réseau électrique national et soumis à la réglementation de l'État, de l'énergie distribuée. Mais tout ce qui est énergie renouvelable à grande échelle, il y a des programmes en cours un peu partout, avec des ralentissements et des paralysies, si vous voulez, ces 2-3 dernières années dans différents pays. Mais tout le monde s'accorde à dire que dans les 10 prochaines années, tout ça va se débloquer et ça va représenter des montants conséquents. Selon vous, comment on peut expliquer cette différence entre les pays? Il y a 2 facteurs. Il y a l'État, la volonté de l'État et la capacité de l'État à mettre en place le cadre, non seulement réglementaire, mais aussi à tous les niveaux, fiscal, juridique, contractuel, parce que comme vous savez, ce sont des appels d'offres à très grande échelle, avec des enjeux très importants. Donc tout ce qui est ce qu'on appelle les PPAs, les Power Purchase Agreements, doivent être parfaits. Les banques qui prêtent des centaines de millions de dollars pour construire ces projets doivent être totalement rassurées sur tous les termes et leur protection. Donc, et bien sûr aussi sur la capacité de l'opérateur électrique ou de l'État à acheter l'électricité qui est produite. Donc il y a des enjeux énormes et il faut que tout soit parfait pour que les premiers énormes projets puissent se faire. Et c'est pas facile. Et le deuxième facteur, c'est l'opérateur électrique national. Est-ce que cet opérateur électrique est d'accord ? Et on sait que ça met du temps au Maroc. Moi, j'ai travaillé dessus aussi à l'époque, il y a une dizaine d'années maintenant. Ça met du temps. C'est des changements très profonds pour les opérateurs électriques nationaux, de mentalité, de capacité à gérer différentes sources de production d'énergie, d'acheter de l'électricité à des tiers, y compris de les produire soi-même. Donc ça met du temps. Et souvent, malheureusement, dans beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne en tout cas, les opérateurs électriques sont dans des situations de fragilité. Et c'est une des raisons pour lesquelles l'énergie distribuée, qui est donc financée, construite par le secteur privé et qui n'est pas forcément interconnectée au réseau national, a une importance conséquente. Donc voilà les 2 gros facteurs, je dirais, parce que le potentiel, il est là, le savoir-faire, il est là, la volonté, elle est là, que ce soit les développeurs, que ce soit les financeurs, que ce soit les gens qui vont ensuite maintenir ces projets et les gérer, la capacité est là. C'est vraiment une question État, opérateur électrique, si vous voulez. Quels sont les modèles gagnants pour développer des économies décarbonées? La première approche à adopter pour les pays africains, c'est de développer la capacité d'énergie renouvelable. C'est ce qu'il y a de plus évident. On sait qu'il va y avoir un doublement au moins de la demande d'électricité en Afrique entre aujourd'hui et 2040-2050. Donc il y a un besoin énorme. Et ensuite, de s'attaquer éventuellement à l'efficacité énergétique dans l'industrie, la mobilité, évidemment. Les zones urbaines et en général un gros problème
de pollution, de mobilité. On voit émerger aujourd'hui déjà des entreprises qui proposent la mobilité électrique, que ce soit pour les taxis motos ou taxis voitures dans les villes, ou même, voire même des transports de groupe à base d'hydrogène par exemple. Mais avant que ça ait un impact important, je pense qu'il va se passer pas mal de temps. Et donc la priorité pour moi, c'est d'abord les énergies renouvelables. Et la remise à niveau aussi, souvent, de la capacité électrique installée conventionnelle. Il y a énormément de barrages, de stations hydroélectriques qui fonctionnent mal, qui doivent être remises à jour, des centrales charbon ou gaz, pareil, qui fonctionnent à pourcentage seulement de toute leur efficacité, si vous voulez. Donc il y a aussi un travail un besoin de rénovation de ces centrales traditionnelles. Est-ce qu'on a une idée sur le montant des investissements et des sources de financement à mobiliser ? Ce sont des chiffres colossaux, si vous voulez. Si on regarde l'énergie renouvelable dans son ensemble, que ce soit les grands projets à grande échelle et l'énergie distribuée, on parle de centaines de milliards de dollars pour arriver à 50% de la capacité installée en énergie renouvelable d'ici à 2050. Donc c'est des budgets colossaux. Encore une fois, je n'ai pas de doute sur le fait que le financement est disponible et sera disponible aux pays africains qui mettent en place les cadres suffisants pour que le monde entier finalement investisse, parce que c'est un investissement qui vient à la fois d'Afrique, mais aussi du monde entier, si vous voulez. Ces investisseurs aujourd'hui sont très internationalisés dans ce secteur. Selon vous, comment on peut allier le numérique à l'énergie propre, notamment pour aider les ménages ou les entreprises ou encore le monde agricole ? Ça, c'est complètement notre sujet, si vous voulez. Tous nos clients qui sont dans ce secteur associent le digital à l'énergie. C'est fondamental, à plusieurs niveaux. Un, au niveau des paiements par les clients. Aujourd'hui, les paiements se font à 99% via le téléphone portable, avec différents systèmes disponibles, mais en tout cas, c'est digitalisé. Il peut y avoir encore du paiement cash dans certains pays qui n'ont pas de réseau ou l'accès à des systèmes simples de paiement par téléphone, mais ça se fait très bien, même dans les zones où le réseau est très faible, où on peut simplement envoyer des textos. Donc, et je dirais que sans ces paiements par téléphone mobile, il y aurait certainement beaucoup moins de possibilités en énergie distribuée. Premier niveau. Deuxième niveau, c'est les compteurs qui permettent de calculer combien les individus consomment et de renvoyer des données pour gérer ces petits systèmes électriques qui doivent être très bien gérés pour nous, parce qu'il n'y a pas beaucoup de marge, si vous voulez. Et donc, ces compteurs intelligents sont déployés quasiment systématiquement aujourd'hui dans l'énergie distribuée, notamment dès qu'on est dans des mini-grids ou des mini-grids urbains. Et ensuite, il y a les systèmes on va dire, à la fois de gestion de l'énergie et de gestion des clients. Donc, il y a eu beaucoup de logiciels qui ont été développés, qui sont spécifiquement adaptés à l'énergie distribuée, qui sont utilisés par des opérateurs électriques traditionnels qui ont été vraiment développés pour ces opérateurs à petite échelle, on va dire. Il y a tous ces niveaux. Et puis, évidemment, au-delà des aspects purement digitaux, il y a tout ce qui est digital embarqué dans l'équipement solaire, pour la gestion du système solaire, tout ce qui est digital embarqué dans les systèmes de batterie, de storage, comme on dit en anglais. Mais fondamentalement, c'est les trois dont je viens de vous parler qui permettent l'essor de l'énergie distribuée. Il y en a d'autres, par exemple, comment on décide, par exemple au Nigeria, comment on décide où installer des mini-grids, les réseaux de ces petits systèmes. Et là, à ce moment-là, il y a tout un secteur digital qui permet d'identifier ça par satellite, par imagerie satellite, avec ensuite des logiciels qui sont associés, qui permettent de vraiment zoomer sur les zones qui ont été identifiées et dire voilà comment les lignes électriques vont devoir être distribuées pour permettre une électrification optimale au plus bas coût et en couvrant un maximum de personnes. Donc il y a aussi cet aspect-là d'identification et de design préliminaire des systèmes.